Donc moi je suis Manon Grimaud, donc je suis de la Tardière, donc pour ceux qui connaissent c'est vraiment pas loin. Et moi en fait j'ai la particularité de ne m'être jamais intéressée à la spiritualité et à la médiumnité, c'est plutôt elle qui s'est beaucoup intéressée à moi. À partir de 2019, voilà. Donc je vais vous parler un petit peu de mon parcours et puis échanger aussi sur tout ce que j'ai compris de la médiumnité, de la spiritualité, parce que moi j'ai eu un enseignement à l'accéléré et très très forcé en fait, que je n'ai pas du tout cherché. Je me suis contentée d'accueillir, voilà. Donc aujourd'hui, moi je suis autrice d'ouvrages et je suis également thérapeute. Donc je reçois les gens pour les accompagner. J'en prends aussi, mais pas aujourd'hui. Je reçois les personnes en fait pour les aider sur leur parcours de vie. Je suis aussi formée à l'hypnose thérapeutique, voilà, donc je reçois les personnes pour les aider. Et voilà, j'écris des ouvrages et j'ai créé des oracles que vous pourrez découvrir à la fin si vous le souhaitez. Alors aujourd'hui, en fait, on a la chance d'avoir un endroit pour échanger sur la spiritualité et la médiumnité. Donc moi, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai compris de la médiumnité lorsqu'elle s'est imposée à moi la première fois. Donc la première fois, en fait, moi, j'ai découvert qu'il existait une possibilité de se relier avec le monde invisible par le biais de l'écriture automatique. Donc peut-être que vous en avez entendu parler depuis le début de ce week-end, ou peut-être que vous connaissez spontanément l'écriture automatique, mais alors moi je ne connaissais rien du tout à ça. Ce qui fait que la première fois en fait où j'ai commencé à me relier, c'était au moment du décès de mon premier enfant, Alan. Alan a eu un accident de la route en 2019, alors qu'il se rendait au lycée, donc il a eu un accident de 50. Donc Alan a 17 ans, s'en va au lycée et en face, un camion arrive, n'arrive pas à éviter mon fils et du coup, Alan décède sur le coup. Donc là où beaucoup vivent un effondrement, moi j'ai été soulevée par une force un petit peu particulière que je ne connaissais pas, comme si en fait les larmes n'arrivaient pas, comme si le deuil n'arrivait pas, comme si en fait rien n'arrivait. Alors c'est un état que beaucoup de personnes connaissent en fait, mais moi en fait je me suis laissée simplement transporter. Donc j'ai très vite repris le travail au bout de 15 jours et au bout d'un certain temps, quelques mois, j'ai eu une phrase répétitive dans ma tête qui m'a indiqué qu'il fallait que je prenne un papier et un crayon. Quand on a une phrase répétitive en tête, on a deux solutions. Soit on essaye de prendre des anxiolytiques, des antidépresseurs parce qu'on se dit qu'on devient fou, parce que souvent, quand on est dans un deuil, on se dit peut-être que la folie arrive. Et l'autre solution, c'est de prendre un papier et un crayon. Et c'est celle-ci que j'ai donc utilisée. Et lorsque j'ai posé en fait ma main sur la feuille avec ce crayon, eh ben, ça s'est mis à écrire tout seul. Donc il a fallu que je me fasse accompagner cette fois-ci par des médiums connus, tels que Geneviève Delpech, pour comprendre ce qu'était l'écriture automatique. Donc j'ai reçu des messages qui provenaient d'un autre monde, alors que moi, je ne croyais qu'au plancher des vaches. Donc je vous dis pas, une maman en deuil qui perd un enfant et qui en plus de ça est en train d'écrire sans comprendre un petit peu tout ce qui se passe. Donc moi en fait la médiumnité, j'en voulais pas à la base. Mais par contre, elle est venue par le départ de mon premier enfant. Donc voilà, pour moi, la médiumnité, c'est aussi ça. C'est pas forcément chercher, c'est réussir à accueillir. Sans vouloir trop m'étendre sur mon parcours, je vais essayer de le synthétiser. De toute façon, il y en a peut-être beaucoup qui le connaissent, mais en tout cas, tout ce qui me relie en fait au monde invisible s'est accéléré en fait au fur et à mesure des mois. Les mois passent, je comprends à chaque fois que je fais des rêves, j'ai des enseignements. C'est-à-dire que mes rêves changent du tout au tout. Là où certains se rappellent de rien la nuit, moi le matin, j'avais appris à conjurer le feu, j'avais appris comment on soigne un zona, c'est-à-dire que le matin, j'avais la tête farcie. Parce qu'en fait, on me disait, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Il a bien fallu que je quitte ma profession de l'époque, qui était taxi ambulancière. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à expérimenter mes petits dons sur les personnes qui rentraient dans mon taxi, notamment celles qui se plaignaient de douleur. Je leur disais, moi j'ai appris une prière, enfin je leur disais rien, mais je le disais dans ma tête. Et j'essayais de conjurer le feu, comme beaucoup savent faire, en fait, peut-être ici dans cette salle. En tout cas, j'ai expérimenté un petit peu sur les personnes qui rentraient dans mon taxi.
Et donc, au bout d'un moment, il a bien fallu que je me rende à l'évidence que c'était plus forcément une profession pour moi. Et j'ai commencé à libérer mon temps pour recevoir des personnes en rendez-vous individuel, pour pouvoir en fait les aider du mieux possible, aussi bien dans leur douleur physique que dans ce qu'ils pouvaient expérimenter aussi de leur vie et qui pouvaient créer des blocages. Donc voilà comment j'ai changé progressivement de profession. Et parallèlement à ça, j'ai commencé à écrire l'histoire d'Alan, parce qu'Alan, lui, il est en train de m'expliquer ce qui est en train de se passer de l'autre côté. Donc du coup, j'écrivais sa vie, j'étais en train de changer de boulot en même temps, et je demandais à Geneviève Delpech, non mais je vis des trucs comme ça, est-ce que c'est normal? Et elle me rassurait. Elle me disait, oui, oui, t'inquiète pas, tout va bien. Voilà, tout va bien quand on parle avec les morts. Au début, non, hein. Au début, c'est très compliqué. Donc il a fallu accueillir. Donc en fait, moi je me suis servie, et tout le monde peut s'en servir aussi, et c'est là en fait où je veux en venir, le côté médium. Pour moi, on l'a tous, à plus ou moins grosse dose, mais il faut réussir à se relier, il faut réussir en fait à comprendre comment ça marche. Et comme moi j'étais très cartésienne, et que j'avais besoin de comprendre comment ça se passait, comment je reçois les messages, comment ça se fait, qu'est-ce qui se passe au niveau de mon cerveau, j'ai eu besoin de faire une formation. Donc j'ai fait une formation en neuroplasticité du cerveau, parce que je dis, moi, là, il y a un truc qui ne va pas. J'ai jamais rien capté, aujourd'hui, je capte tout. Donc j'ai dit, il s'est passé quoi? Et j'ai vraiment compris qu'on a des fréquences. On a des fréquences qui sont en capacité de se relier à d'autres fréquences qu'on ne voit pas. Et du coup, il va falloir réussir à régler notre transistor. Et ce qui se passait, moi, c'est qu'à chaque nuit qui arrivait, j'avais mon transistor qui se mettait boum sur la bonne onde, et j'avais des messages où j'avais des visions de choses qui allaient se réaliser. Pas de bol, parce que quand on est dans la médiumnité, on accueille aussi bien ce qui est gentil que ce qui est méchant. Et au bout d'1 an et demi après le décès d'Alan, mes guides me disent, lors d'une nuit, on va aussi te prendre ton deuxième enfant. Donc du coup, là je me dis, wow, chaud, parce que quand il en reste plus qu'un, on a envie de le conserver, et on se rappelle très bien que c'était déjà un peu terrible de perdre le premier, sauf qu'effectivement, mes guides ne se sont pas trompés. Et 3 ans plus tard, Sacha, donc le frère d'Alan, décède lui aussi d'un accident de la route. Au même âge, 17 ans, la même moto, un même vendredi, d'un même mois de mai. Donc là, cette fois-ci, comment vous expliquer que la médiumnité, j'en avais franchement plus envie. Sauf que j'ai plus le choix. Maintenant, c'est comme si c'était ouvert pleine balle. Je reçois beaucoup de choses et je ne sais pas toujours quoi en faire. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui sont dans mon cas, même des personnes qui n'osent pas forcément en parler. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est aussi une chance qu'on soit ensemble et dans un groupe plutôt raisonnable en taille, parce que c'est l'occasion aussi de dire, ben, moi j'ai reçu des informations, moi j'ai déjà vu un accident, j'ai peur que ça se produise. Et en fait, tout le monde est en capacité de recevoir ce genre d'informations, mais on ne sait pas toujours quoi en faire. Donc moi j'ai compris que si mes 2 enfants sont partis du même âge, d'un même accident, tout dans des similitudes assez troublantes, c'était pour que j'en fasse quelque chose et que je sois porte-parole. Voilà pourquoi aujourd'hui je suis face à vous. Voilà. Donc j'ai appris plein de choses en fait au travers de ces décès, mais au travers aussi de tout ce que j'ai pu lire, parce que du coup il a fallu que je me nourrisse de connaissances. Je dis pour moi médiumnité, ça veut tout dire, puis rien du tout. Donc il a fallu que je cherche. Et la médiumnité, c'est en partie aussi ce qu'il y a au milieu, médium, milieu, moitié. À chaque fois qu'on utilise le mot médium, c'est ce qu'il y a en fait aussi entre nos 2 hémisphères de cerveau. On reçoit les informations parfois la nuit en rêve par le cerveau droit, on va l'interpréter par le cerveau gauche. Ce qui se passe au milieu, c'est un gros tri sélectif. Et ce qui fait que le matin, les 3/4 des personnes ne savent pas du tout de quoi elles ont rêvé. Je ne sais pas s'il y en a chez vous qui ne se rappellent jamais de leurs rêves. C'est très frustrant parce qu'on est sûr qu'on a rêvé, mais on ne s'en rappelle pas du tout. Et le médium, lui, il a la faculté de pouvoir naviguer sur cette zone-là en plein milieu, et en état de conscience un peu modifié, il va réussir à capter les informations qui sont pile au milieu. Mais on les a tous. On les a tous, ces renseignements, on les a tous la nuit. Donc vous pouvez les travailler. Et ce qui est important aussi, c'est d'expliquer que même si vous n'êtes pas médium, vous pouvez travailler cette faculté à chaque fois que vous vous couchez, à chaque nuit qui arrive. Chaque nuit qui arrive, si par exemple vous souhaitez stimuler un contact défunt, vous avez le droit de regarder sa photo et de lui demander de vous envoyer un message
la nuit, en fait. Ben, si tu as envie de me parler, fais-le. Et voilà, il faut que ce soit la dernière information que votre cerveau puisse voir avant de vous endormir. Ça va fonctionner au bout d'un certain temps et vous arriverez à avoir des rêves ou des petits messages assez pertinents. Donc ça, c'est l'une des manières dont on peut travailler un petit peu notre médiumnité. Après, évidemment, il y a autre chose avec lequel on joue tous en état conscient, en état éveillé, ce sont les signes et les synchronicités. Donc c'était aussi un petit peu le thème de ce qu'on devait échanger aujourd'hui. Tous les signes et les synchronicités, donc j'imagine que si je demande de lever la main à tous ceux qui ont déjà eu un signe, donc allez-y, levez la main. Voilà, c'est merveilleux, donc vous êtes assez nombreux. Et les signes, en fait, ils existent de différentes manières. Donc les signes, vous savez déjà que les premiers qui vont nous venir à l'esprit, ça va être le fameux papillon, la fameuse coccinelle, ou l'oiseau, en fait. Donc ça va être des signes un petit peu de petits animaux qui vont venir à un moment particulier où on pense à eux. Il y a également les signes dans les nuages, les formes de nuages. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand on voit un nuage particulier, on aura beau le dire à notre camarade qui est à côté, lui, il ne verra pas du tout. Il ne verra pas que c'est un cœur. C'est comme si c'était envoyé juste pour nous. Donc tout ça, ce sont des choses, en fait, qu'on peut s'assimiler, qu'on peut dire, il est pour moi. Mais là où c'est important, c'est de se dire, mais à quoi je pensais au moment où je le vois? Parce que sinon, le signe, il n'a aucun intérêt. Donc, à quoi je pensais au moment où j'ai vu un cœur? Peut-être que j'étais en train de penser à quelqu'un qui est parti, ou peut-être que j'étais en train de penser à ma famille, dont je n'ai pas pris de nouvelles depuis un petit moment, et on m'envoie quelque chose pour me dire, vas-y, prends ton téléphone. Voilà. Après, il y a les signes qu'on reçoit au niveau de notre corps. Et c'est cela, en fait, j'ai envie de vous expliquer un petit peu, parce que cela, on y prête rarement attention. Ce sont les vibrations qu'on peut avoir à l'intérieur de notre corps, comme s'il y avait une énergie particulière pour des validations. Par exemple, on rentre dans un endroit et qu'est-ce qu'on va ressentir spontanément dans un endroit? Est-ce qu'on se sent bien? Est-ce qu'on se sent enveloppé? Il y a quelque chose qui nous déstresse? Ou est-ce qu'on a l'impression qu'on se crispe, qu'on a des frissons et qu'on sent quelque chose de particulier? Je pense que vous avez tous ressenti ce genre de choses sur vous. Et bien ça aussi, on peut le travailler. De la même manière qu'on travaille la médiumnité la nuit, on peut travailler nos ressentis au niveau de notre corps pour savoir si on valide une idée. Un exemple, est-ce que je dois changer de travail? Par exemple, ça c'est une question qui arrive assez fréquemment dans mon cabinet. Je ne sais pas, j'ai un doute, peut-être qu'il faut que je change de boulot. À ce moment-là, on peut faire un état méditatif, on peut essayer de se mettre en position d'accueil et on va demander à notre corps de manifester un signe pour nous indiquer qu'on est en train d'aller sur la bonne voie en voulant changer de travail. Et il va falloir essayer de comprendre comment on fonctionne. Est-ce que je vais avoir des frissons à droite? Est-ce que je vais en avoir à gauche? Est-ce que je vais ressentir quelque chose de particulier à l'intérieur de mon cœur? Tout ça, il faut être vraiment à l'écoute de son corps pour comprendre comment on fonctionne et comment on peut avoir des validations du monde invisible qui nous entoure. Donc là, c'est pareil, il n'y a pas besoin d'avoir de grosses facultés pour y parvenir. La musique a un pouvoir extraordinaire sur nous. Un pouvoir de lâcher prise, un pouvoir pour accueillir les messages. Donc évidemment, quand on aimerait bien recevoir des messages de nos défunts, quand on aimerait bien percevoir tout ce qui se passe autour de nous, on va se mettre dans une certaine posture et on peut s'aider de la musique. Vraiment. Donc là, on ne va pas choisir des choses qui sont trop agressives, on va vraiment la choisir avec notre cœur. Donc on en écoute plusieurs et on voit à quoi on est réceptif. Est-ce que c'est la musique classique ? Est-ce que ça va être des bols comme tu peux faire chanter? Est-ce que ça va être n'importe quoi, de la 432 Hz? J'ai envie de dire, on essaye, on expérimente et on se met dans une position d'accueil. Voilà, donc accueillir un petit peu ce qui vient, se positionner dans le silence, dans un endroit qu'on aime et on essaye de voir. Voir, c'est aussi voir avec son cœur, c'est-à-dire qu'on peut avoir des informations et automatiquement on va douter. On va douter de nous, donc on regarde des photos des personnes avec qui on voudrait se relier, et puis on essaye de faire un travail intérieur pour se relier avec son cœur, pour voir si on arrive à avoir des informations. Très souvent, une fois que l'information est reçue, notre cerveau va faire exactement l'inverse, va nous dire n'importe quoi, on efface. C'est exactement comme le matin quand on se réveille après un rêve. Donc il va falloir écouter de plus en plus et s'habituer. Donc moi, tout ça, il a fallu que je l'apprenne très très vite, en fait, pour comprendre un petit peu comment fonctionne la médiumnité. La médiumnité, on ne peut pas vraiment la fermer, en fait. Une fois qu'elle est ouverte, il faut réussir à en faire quelque chose. Et ce n'est pas toujours évident à vivre.
Est-ce que là, déjà, par rapport à tout ce que j'ai échangé avec vous, est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas compris ou où vous voudriez que je détaille un petit peu? N'hésitez pas. Oui, je t'écoute. L'autosabotage. Alors, dans quel domaine tu veux dire? Dans la médiumnité? Eh ben, c'est justement à cause de ce fichu cerveau. Notre cerveau, il est formaté. Notre cerveau, en fait, depuis qu'on est sur Terre, il nous habitue à certaines choses, certains fonctionnements. Et quand on est complètement dans l'intuitif, dans la réception, notre cerveau, il va faire un nécessaire pour balayer l'info, pour dire non, c'est pas possible. Ce en quoi tu crois ou ce que tu reçois, c'est pas plausible, c'est pas normal ou ça ne répond pas au code que je connais. Et c'est là où il faut habituer notre cerveau à penser différemment. On peut reformater notre logiciel et on peut en fait se faire des phrases répétitives. Notre cerveau peut changer une idée préconçue en une nouvelle habitude grâce à des phrases qu'on va répéter pendant 21 jours, le temps du renouvellement cellulaire. Alors, quand je vous dis que j'ai fait une formation, c'est que vraiment j'avais besoin de comprendre. Et effectivement, notre cerveau, s'il est habitué à dire tu n'en es pas capable et tu vas échouer, il va falloir 21 jours où on va lui dire tu es forte et tu vas y arriver. Donc là, c'est vraiment quelque chose qu'on peut travailler parce que l'auto-sabotage, ça nous pourrit tous. À un moment donné, on a peur d'aller de l'avant, on a peur alors pour nous les médiums, de délivrer des messages parce qu'on va se dire oh là là, si jamais je me plante. Et ça, c'est notre cerveau qui nous joue des tours. Pour réussir à être dans le lâcher-prise, il faut vraiment le reformater et enlever toutes les barrières qui ont été mises non seulement par la société, mais en plus par notre éducation, par nos parents, par tout ce qu'on apprend, par tout ce qu'on nous oblige à faire et à dire. Donc je pense que tous ceux qui s'intéressent à la spiritualité aujourd'hui, ils ont cette volonté de réussir à être eux-mêmes. C'est une quête personnelle, on cherche vraiment à rentrer à l'intérieur de nous, savoir comment je fonctionne, quels sont mes besoins et qu'est-ce que je suis en capacité d'inonder autour de moi, en fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions je n'ai pas les réponses à tout, mais c'est vrai que s'il y a, n'hésitez pas. Hein. N'hésitez pas, dites-moi. Non ? Ok. Parmi les petites choses qu'on devait aussi éventuellement parler aujourd'hui, il y avait les synchronicités. Est-ce que vous avez déjà vécu des synchronicités? Levez la main. Ok. Donc les synchronicités, ça c'est encore autre chose qu'on peut vraiment assimiler à des validations. Si je pense à quelqu'un toute la journée et qu'évidemment cette personne m'appelle, là c'est une synchronicité, c'est quelque chose de merveilleux. C'est quelque chose auquel il faut prêter attention. Une personne qui va hésiter à déménager, si dans la journée elle va voir 3 camions de déménagement, évidemment on va se dire, ben ouais, peut-être qu'on est en train de m'envoyer ce message. Après on en fait ce qu'on veut, mais quelquefois le monde invisible est en train de nous pousser à prendre une décision et nous envoie des signes très très forts. Donc des synchronicités, ça peut être ça. Donc moi, évidemment, ce que j'ai vécu comme synchronicité la plus ignoble, c'est les accidents de mes enfants. Donc même si j'avais bien compris par mon premier enfant, par Alan, qu'il fallait que j'arrive à raconter son histoire, quand Sacha est parti dans les mêmes conditions, au même âge, même moto, même vendredi, même mois de mai, là je me suis dit, ok les gars, vous y allez un peu fort, mais je vais avoir la force peut-être de parler devant vous aujourd'hui pour dire, attention, il y a des choses qui sont très très fortes, qu'on ne maîtrise pas forcément et qu'on doit accepter, on doit en faire quelque chose de beau. Voilà. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vécu des moments de médiumnité qui se ferment, c'est-à-dire des moments où d'un seul coup on perçoit et après on ne perçoit plus. Est-ce que certains ont vécu ça? Ouais, voilà. Donc ça, ce sont des blocages qui se mettent à l'intérieur de notre corps et c'est pas du définitif. Il faut vraiment comprendre que on peut de nouveau se relier. On peut de nouveau se relier, mais que très souvent, il faudra un choc. Alors, le plus petit possible, évidemment. Moi, c'était un peu brutal, hein. Je voulais pas ça. Mais en fait, il y a des chocs tels que des expériences de mort imminente, des accidents, tout simplement une intervention chirurgicale avec une anesthésie. Donc tout ça, en fait, ça peut être un choc suffisant pour, au réveil, se dire « Waouh, je vois les choses différemment ». Donc il peut y avoir ça, ou il peut y avoir aussi vraiment une retraite spirituelle, un état méditatif, ou vraiment un changement alimentaire aussi, un changement alimentaire. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le sucre, le gras, va encombrer notre glande pinéale.
glande pinéale, c'est à l'intérieur du cerveau. C'est un truc, il y a une dame qui rigole. Sucré gras. Et en fait, effectivement, ça va vraiment bloquer toutes nos perceptions. Et quelquefois, il suffit simplement pendant une semaine de faire attention à ces deux aliments-là qui nous piègent et dont on a quand même besoin pour d'un seul coup recevoir encore plus fort. Donc, c'est très significatif chez les enfants. Les enfants qui sont un petit peu, on va dire, dans un fonctionnement tout le temps linéaire, de regarder la télé, de regarder les écrans, de prendre des boissons telles que Coca-Cola ou autres. Si d'un seul coup vous leur enlevez au moins le sucre et le gras, ils vont avoir d'autres envies, comme s'il y avait quelque chose qui se réveillait, qui stimulait à aller dehors ou qui stimulait à parler, en fait, tout simplement. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne vraiment et c'est pareil, c'est scientifique. Donc tous ces petits trucs, c'est vraiment des choses que l'on peut mettre dans notre quotidien assez facilement pour nous relier. Vous avez une question peut-être? Non? L'alimentation. Ouais, ben oui, ouais. C'est vraiment quelque chose sur lequel on peut agir. Alors évidemment, on ne peut pas tout faire 100% maison. Mais quand on peut, il y a des très beaux résultats au niveau des personnes qui sont dans la spiritualité, en fait. Parce qu'ils s'ouvrent beaucoup plus, parce qu'ils sont plus à l'écoute de leur corps. Et du coup, ça peut aider à avancer. Oui. 2 enfants le même jour, de la même année, on vous a dit pourquoi? Alors non, j'ai pas eu l'explication, si ce n'est le fait en fait de devoir être porte-parole pour expliquer en fait qu'il y a des contrats. Donc c'est là où j'ai essayé de comprendre. Il y a des contrats à décider en amont qui sont censés être expérimentés sur Terre. Donc il y en a certains qui viennent avec des contrats très lourds. Donc moi c'est mon cas. Il était pas mal. Mais mes enfants aussi, en fait, ils avaient un contrat très lourd. C'est des sacrifices de vie dans le but d'aider les autres à s'ouvrir. Et ils n'ont pas choisi n'importe qui, ils ont pris une cartésienne. Comme ça, on était sûr qu'elle allait bien se renseigner pour comprendre de quoi elle allait parler. Et je pense que c'est quelque chose qui est décidé en amont. Et ce qui est assez particulier aussi, c'est que bien que mes enfants aient tous les deux eu un accident, on aurait dit que leur âme était préparée, c'est-à-dire que quand j'essaye de me rappeler de ce qu'ils ont fait avant, oui. Par exemple, Sacha, lorsqu'il a eu son accident, pourquoi, alors qu'il prenait jamais la 50 de son frère, pourquoi est-il rentré à la maison pour changer de moto, alors qu'on lui avait dit tu ne monteras jamais dessus, tu la gardes en souvenir. Certes, elle est assurée parce qu'elle est dans notre garage, tu ne montes jamais dessus. Ok, c'était un deal, et il n'est jamais monté dessus en 3 ans. Sauf ce jour-là, où il décide de rentrer à la maison et d'en changer. Donc voilà, c'est là où on se dit qu'il y a vraiment des choses qui sont décidées avant, qu'on ne maîtrise pas et qu'on est obligé d'accueillir et de se dire qu'est-ce qu'on en fait, quoi. Donc après, je sais qu'il y a un travail aussi à faire en psychogénéalogie pour essayer de comprendre, parce que du coup, je me suis renseignée de beaucoup de choses et il y a eu énormément de décès dans ma famille dans les mois de mai. Donc il y a peut-être quelque chose aussi à faire, mais là, je n'ai pas encore creusé. Donc peut-être qu'il y en a qui s'y connaissent un petit peu en psychogénéalogie. Donc là, moi, je cherche quelqu'un qui pourrait m'aider en fait à dégrossir ce problème-là, en fait. C'est juste que dans la religion, on dit que le mois de mai, c'est le mois de la Vierge. Ah oui? Qu'il ne faut pas faire des choses importantes, genre mariage. Ah, je ne savais pas. Ouais, d'accord. Ok. Donc voilà, donc je pense que c'est surtout ça en fait. Après, moi, ce que j'ai trouvé un peu compliqué à vivre aussi, c'est de recevoir l'information que j'allais perdre mon deuxième enfant. Parce que là, je ne savais pas quoi faire de ça. Je l'ai dit à une seule personne qui est médium, une de mes amies. J'ai dit, mais si j'en parle à mon mari, ça va être une... Enfin, il va me dire, non, mais tu commences à m'agacer avec les trucs que tu reçois. Bon, j'aurais bien voulu ne pas recevoir ça. Et du coup, quand je reviens de ma formation d'hypnothérapeute, toute contente avec mes diplômes et avec ma valise, et que je vois mon mari effondré qui me dit « on a perdu Sacha, il a eu un accident », moi je lui réponds « ah déjà, bah oui déjà ». Déjà parce que je savais que ce serait avant l'âge de 25 ans d'un accident de la route. Donc l'info je l'avais, mais je pensais que ça serait plus tard. Mais apparemment non. Donc du coup, voilà, c'est ça, c'est que je me dis, ils sont en train de... Enfin, pour moi, c'est assez machiavélique, mais ils étaient en train de me tester. Mes guides sont en train de tester tout ce que je suis en capacité de recevoir pour voir si ça se réalise. Je me dis, t'as vu? T'as vu que ça s'est réalisé? Mais ouais, mais moi, j'aimerais bien les bonnes nouvelles aussi. Ce serait pas mal. Donc après, j'ai eu pour mon papa. J'ai dit, tu vas perdre ton père, mois de mai, hop, l'année suivante, c'est parti. Donc, et j'avais la date à un chiffre près. Donc...
Donc ce genre d'information fait aussi de la médiumnité quelque chose qui fait peur. Et il y a beaucoup de personnes qui se sont fermées à un moment donné parce que c'est pas que des trucs très joyeux qu'on reçoit. On reçoit beaucoup de mauvaises nouvelles, on reçoit des choses qui font peur. Et j'ai essayé de comprendre aussi pourquoi, de temps en temps, on voit des choses qui ne sont pas très belles. Les médiums, parfois, sont vraiment au contact de tout ce qui va être bas astral, tout ce qui va être glauque, tout ce qui va faire peur, tout ce qui va être dans les vies antérieures, mais pas très, très joyeuses. Et du coup, j'ai compris qu'on reçoit aussi en fonction de ce qu'on vibre. Et plus on va vibrer haut, plus on va recevoir des choses un petit peu plus sympathiques. Plus on est triste, plus on est dans une dynamique de fatigue, plus on va recevoir des choses un petit peu plus glauques. Alors des fois, c'est pas facile parce qu'on est triste, mais on peut pas fermer le robinet non plus. Donc il faut tout le temps s'efforcer à trouver quelque chose qui va faire du bien pour vibrer plus haut. La musique va pouvoir nous aider et la nature, être dehors le plus possible. Des endroits en fait tels qu'un jardin, ça va pouvoir suffire à changer notre taux vibratoire, à dire ça y est, en fait, je me sens mieux, je respire mieux. Et à ce moment-là, on ne sera plus dans des pensées du bas astral ou des choses un petit peu qui font peur. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas. Oui. Vous dites que vous ne pouvez pas fermer le canal. Donc vous n'avez aucun répit, aucun moyen de vous reposer quelque temps. Alors c'est la particularité aussi du truc, c'est que j'ai toujours, même dans mes deuils, j'ai tout le temps dormi d'un sommeil de plomb, en fait. Moi, le matin, j'ai une patate, je fatigue tout le monde. Oui, je me repose, et d'un autre côté, j'ai eu des enseignements quand même, avec des rêves qui vont tous être différents et dont je vais me rappeler de chacun d'entre eux. Mais pour autant, j'ai la pêche le matin. Donc, mais ça a toujours été, même quand j'étais gamine, en fait, c'est on-off. Heureusement, parce que sinon, je ne pourrais pas. Je pourrais pas. Par contre, les choses qui me coincent un petit peu, c'est les endroits qui sont chargés d'histoire quand je suis en mode vacances. Donc là, je ne suis plus dans un mode professionnel, mais je vais aller, par exemple, visiter le Louvre. Bah, ça m'a joué des tours. Jouer des tours, parce que quand vous êtes au pavillon des momies et qu'il y a tout le monde qui vous parle... Donc voilà, là, en général, mon mari est habitué, il me dit « Qu'est-ce que je fais ?» Je dis « Extraction de Manou », donc du coup, il me sort... Il me dit, Doliprane, où se passe-t-on? Rien, fous-moi la paix. Donc c'est ça, c'est qu'en fait ça prévient pas et quelquefois on se protège pas. Alors je sais pas si dans le week-end vous avez eu des petites leçons pour apprendre à vous protéger, travailler vos énergies. En tout cas, moi la petite bulle là, celle qui pourrait faire rire beaucoup de monde, si je la mets pas, c'est une catastrophe. Donc dans les lieux chargés d'histoire, avant de venir ici, j'ai fait un protocole. Parce qu'en regardant les photos, j'ai vu enfin voilà, il y a des choses, il y a des gens, il y a du passage. Donc là, on croit qu'il n'y a que le nombre ici, mais il y a aussi tout le nombre que nous, les médiums, on voit qui est juste là. Donc il faut se protéger de ça. Sinon, je suis incapable de vous parler. Je vais parler avec mes potes. Et ça, c'est aussi très facile, quand on est médium, de vouloir tout le temps se relier à l'autre monde, parce qu'en fait, c'est simple. Il n'y a pas les difficultés de la société. Il n'y a pas toutes les misères qu'on peut voir. Donc on peut très bien vouloir se plonger dans un univers qui nous convient très bien. Mais sauf que la vraie vie, elle est sur Terre, elle est là. Donc du coup, l'expérience terrestre, elle demande à ce qu'on travaille notre ancrage, notre reliance au moment présent. Donc il faut réussir à tout combiner. Et moi, ce qui va beaucoup m'aider, c'est d'être en contact avec des personnes qui ne sont pas du tout branchées médiumnité, spiritualité. J'en ai absolument besoin. Si tous mes amis étaient perchés, je pense que ça n'irait pas. Les conversations à table, non, mon mari, il irait manger dans la cuisine, il ne pourrait pas. Donc du coup, il faut vraiment réussir à jongler entre tous ces mondes, mais même quand on est dans une conversation avec des personnes qui n'ont pas de capacité particulière, on en reçoit quand même. Enfin, tous ceux qui sont médiums le savent. Hein. On reçoit des informations et on est là, bon, allez, plus tard, on traitera le dossier plus tard. Next. Mais c'est un petit peu compliqué, effectivement. Mais moi, ça ne me fatigue pas. En tout cas, heureusement, je pense que j'ai eu cette chance. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Dites-moi. Est-ce que vous voulez que je vous parle un petit peu de l'écriture automatique? Oui. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà essayé ou qui savent en faire? Ouais. J'ai essayé, mais je ne sais pas le faire. D'accord. Il faut savoir qu'il faut déjà apprendre à bien se protéger. Parce qu'en fait, lorsqu'on fait d'écriture automatique, ça n'est pas comme l'écriture intuitive. L'écriture intuitive, c'est comme si je recevais une dictée et que j'allais pouvoir en prendre note. L'écriture automatique, c'est que j'abandonne mon corps à une force qui va pouvoir en faire quelque chose. Donc il faut bien comprendre qu'on peut accueillir n'importe quoi.
Tant que ça a été mon fils Alan qui rentrait à l'intérieur de mon bras, j'avais simplement mon bras qui était figé, froid et raide à tenir le crayon. Donc ça donne quelque chose de comme ça, qui est très désagréable, qui fait mal. Par contre, ça peut être après n'importe qui, même quelqu'un qui est très en colère, quelqu'un qui n'est pas dans la lumière, quelqu'un qui a envie de donner des messages absolument ignobles. Donc c'est pour ça qu'on se met bien dans sa bulle, et surtout, si on sent qu'on est en train de réussir à écrire des premières lettres, on n'oublie pas un nettoyage derrière, en fait. Soit une douche avec du sel, soit moi, c'est ce que j'utilise, hein, la douche avec du sel carrément pour me dégager de l'énergie qui est venue au plus près de mon corps. L'écriture automatique, c'est quelque chose qui peut apporter quelquefois des merveilleux contacts et des messages avec les défunts. Donc moi, je peux inviter les gens à essayer, mais simplement à ne pas en être trop mordu, en fait. Il ne faut pas en être dépendant, mais c'est vrai que certains y parviennent et il n'y a pas forcément besoin d'être médium pour y parvenir. Seulement le médium, lui, il sait comment se dégager de toutes les énergies qu'il a dans le corps, alors qu'une personne lambda ne va pas forcément avoir les clés pour pouvoir se dégager de cette énergie. Par contre, l'écriture intuitive, vous pouvez tous l'essayer en fait, d'essayer de recevoir, de se mettre dans une certaine posture et d'écrire en dictée un message que vous avez l'impression de recevoir, des mots que vous entendez. Au début, ce sera que des mots, puis après des phrases, et parfois on peut avoir un très beau texte qui nous vient comme ça spontanément lorsqu'on arrive à éteindre notre mental. C'est ça la difficulté, c'est éteindre le mental. Donc, est-ce que ça répond à tes questions, un petit peu pour l'écriture automatique? Ouais. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions à ce sujet pour l'écriture automatique? Toi, tu la pratiques aussi? Ouais. Oui, non, c'est toi. Oui, oui, t'avais levé la main. Alors, en fait, j'ai mon père. D'accord. C'est que mon père, parce que je demande à ce que ce soit que lui qui vienne. Oui, voilà. Tu sélectionnes parce que tu n'as pas envie que n'importe quoi rentre dans ton corps. J'ai son écriture. Voilà. Ok, d'accord. Donc moi, comment? D'accord, c'est très beau. Moi, au début, je trouvais ça tellement simple de recevoir en écriture automatique que j'aurais voulu que ça dure tout le temps. Donc, je sollicitais régulièrement. Puis, à un moment donné, il y a un monsieur qui m'a raconté comment il était mort et qu'il était marié avec un avocat et qu'il avait été assassiné. J'ai eu tous les détails et j'ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ça? J'en avais 3 pages. Et là, ça m'a fait très peur. Donc, du coup, j'ai dit, on va arrêter. Parce que là, j'ai l'impression que je suis en train d'ouvrir une boîte de Pandore et je n'en veux pas. Donc, du coup, ouais. Une autre question. En fait, quand tu dis écriture, Oui. Tu dis écriture automatique, ça veut dire que c'est un mot qui vient t'écrire ou c'est ta main qui écrit? C'est la main qui l'écrit. Voilà, c'est ça. Ouais. Oui, voilà, c'est la psychographie. C'est Alan Kardec qui, au 19e siècle, a travaillé sur ce procédé, l'a développé donc dans le spiritisme, et il en a écrit des livres que je me suis franchement... voilà, je les ai achetés, je les ai lus, je les ai même presque appris par cœur, parce que j'avais besoin de comprendre comment fonctionnait ce procédé. Il existe depuis certainement très 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 longtemps, mais en fait, je peux fermer les yeux et je peux faire toute autre chose. La main va écrire toute seule. Donc, comment ? Ça va très vite et il faut faire attention d'avoir plein de feuilles, hein, parce que quelquefois ça déborde. Et donc voilà. C'est pour ça que les titres de mes premiers livres, Alan éternellement là et Merci Alan, étaient écrits tous en attaché. J'avais même pas le temps de soulever le crayon. Je ne pouvais pas soulever le crayon tellement tous les mots étaient accrochés les uns aux autres. Au départ, c'était que des traits au départ, parce que vous allez très vite. Et puis, je me dis, écris, parce que là, je comprends. Après, moi, j'ai même réalisé des fleurs. En fait, je me demandais ce que j'étais en train de faire. À un moment donné, après l'écriture, Alan, à chaque fois, me dessinait des fleurs. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait, cet enfant? Et j'ai demandé à une de mes amies qui était médium, je dis, mais regarde, à chaque fois, je fais une fleur. Elle me dit, t'es en train de faire de la géométrie sacrée. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette chose? Donc, je me suis encore penchée sur le sujet. Et là, j'ai compris que j'étais en train de réaliser un oracle, en fait. Donc, c'est pour ça que il me disait, prends tel crayon, pose. Alors, puis j'étais là, puis je faisais des fleurs. Puis j'ai dit, mais c'est pas possible, ça s'arrêtera jamais. Il m'en a fait faire 33, et j'ai développé un oracle après, derrière, pour que les gens travaillent leur énergie. Et tout a été fait en écriture automatique. Donc, je me dis, cadeau de là-haut. Et effectivement, dans le jeu, il y a une carte qui s'appelle Guérison. Si on se cogne le long d'une porte, par exemple, et on pose la fleur sur le bras, on n'aura pas de bleu. Alors je dis, explique-moi comment ça marche, mon chéri. Et en fait, je n'ai pas l'information. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Je sais juste que les fleurs ont une espèce de caractéristique particulière. Donc voilà, je trouve ça merveilleux quand ces cadeaux nous sont donnés de là-haut.
C'est super beau. Comme en don de guérison aussi, quand je magnétise et que mon fils me donne des ordres. Et là, je lui dis, c'est pas possible. Moi qui essayais de me faire respecter. Et là, maintenant... Et il me dit, tu te mets là et tu mets les mains là. Et là, il y a une espèce de courant qui passe. Et là, il y a une espèce de grosse déflagration qui passe. Et voilà, c'est terminé, rentrez chez vous. Je ne maîtrise rien. Je ne sais pas. Et là, c'est vraiment la particularité d'Alan. Alors que Sacha va être plus dans l'amusement, à faire clignoter les ampoules, ou voilà, des choses de cette particularité-là. Est-ce que vous avez tous vécu des choses un petit peu bizarres après le décès de quelqu'un? Ouais, c'est assez fort, ils sont vraiment en capacité de vivre. Tu veux t'exprimer ou pas là-dessus? Est-ce que tu as envie? Non? On vit vraiment des choses un petit peu particulières. Et la question qui m'est parfois demandée, c'est est-ce qu'on peut toujours être en contact défunt ou est-ce qu'à un moment donné, ça s'arrête? Et ce que j'ai compris, alors voilà, j'ai pas la science infuse, hein, je ne détiens pas toutes les vérités, mais c'est que nos défunts, en fait, ils vont être en capacité de communiquer assez fortement au début, après ils évoluent, et après ils peuvent revenir, et après ils évoluent, après ils peuvent revenir. Ce qui fait qu'il y a des fois des moments de grande accalmie, et il y en a qui me disent, oui, mais alors au bout d'un certain nombre d'années, on peut toujours communiquer avec eux? Oui, on peut. On peut peut-être différemment, mais on va pouvoir. Alors évidemment, il faudra passer par un médium, et c'est là où certaines fois c'est utile d'aller en voir parce que vous aurez des messages pertinents qui vont faire du bien. Mais par contre, on aura toujours la possibilité. Alors il y a un truc de fou aussi que j'ai compris il n'y a pas longtemps en continuant mes recherches. C'est une question qui est régulièrement posée, c'est l'âme, une fois qu'elle se réincarne, on ne peut plus communiquer alors avec le défunt, c'est comme si ça s'arrêtait. Alors moi j'ai une autre compréhension de ça, c'est que oui, on va pouvoir quand même continuer, parce qu'on est aussi bien en bas qu'en haut. Notre âme, elle n'est pas que là, à un moment, à un instant T, et en haut après, en fait. Puisqu'il n'y a pas de temporalité sur les autres plans, on peut communiquer avec des esprits qui sont en haut ou bien qui se sont déjà réincarnés. Et ça, c'est super perturbant pour le cerveau des mortels parce que nous, on a une lecture temporelle. On a passé, présent, futur. Les âmes qui ne sont plus dans leur corps n'ont plus cette notion. Voilà pourquoi, des fois, quand on est en communication défunt, on a même des messages de certains vivants. Parce que leur esprit est en train de s'évaporer, ou alors les personnes dorment, ou alors j'ai même eu des conversations avec des personnes qui étaient au bloc opératoire. Elles sont simplement anesthésiées, mais leur esprit est en train de vivre une autre aventure, comme une décorporation par exemple, et s'il y a un médium qui est pas loin à ce moment-là, boum, il va saisir un message de cet esprit-là, qui est juste au-dessus de son corps, mais qui n'est pas mort. Donc c'est vrai que c'est assez particulier à expliquer, mais c'est perturbant aussi à vivre, quand on a des messages des vivants. Est-ce qu'il y a des questions? Dites-moi. Oui. Si on peut, j'aimerais savoir que signifie être un passeur d'âme. On a vu le perdu, on a besoin d'un passeur d'âme. Qu'est-ce que va faire le passeur d'âme et où est-ce qu'il va gagner cette âme? Est-ce que c'est pour se réincarner? Alors, le passeur d'âme, il va se situer... Alors surtout, moi, ce que j'ai compris aussi, c'est que le passeur d'âme, c'est une fonction naturelle. Il n'a pas des choses particulières à faire, il a juste à être. Et il va rassurer une âme qui n'arrive pas à trouver le bon endroit. Donc, pour moi, c'est par exemple, un passeur d'âme va être attiré spontanément par des endroits historiques, par des funérariums. Il va tourner la tête en voiture quand il va passer à côté d'un funérarium, comme si on était en train de l'appeler. Et il va faire le pont entre le monde des vivants et le monde des défunts, en fait. Le passeur d'âme va réussir à avoir cette fonction, mais sans même y prêter vraiment attention. C'est comme si c'était un état d'être. Mais par contre, il va ressentir des choses au niveau de son corps, comme des présences. Est-ce que tu es passeur d'âme toi-même? Non. En tout cas, ce sont des choses qu'on peut apprendre aux gens à gérer. Les médiums sont parfois, très souvent même, passeurs d'âme également. Et en fait, on leur envoie beaucoup d'amour et beaucoup de lumière pour qu'ils soient au bon endroit. Mais par contre, quelquefois, les âmes veulent revenir, en fait. C'est comme si elles n'étaient pas forcément bien là où elles étaient accueillies, et elles ont besoin de revenir au plus près de nous. Et le passeur d'âme va devoir recommencer encore une fois à dire « Mais ta place n'est pas ici, monte vers la lumière ». Je ne sais pas si ça répond à ta question. C'est ta femme qui vit ça? Ah, la femme. Ah, pardon, excuse-moi. D'accord, ok. Il y a des enfants qui sont passeurs d'âme, qui vivent un calvaire dans leurs écoles, parce qu'en fait, ils sont embêtés par les âmes des défunts qui passent.
il y a des petits bouts de chou qui me racontent, moi j'ai vu un professeur passer au travers du tableau. Ah, comment on explique ça, maman? Donc c'est ça, c'est une fonction qui est un petit peu lourde, et en même temps, quand elle est accueillie et bien expliquée, et c'est là aussi où les médiums ont un rôle à jouer, c'est quelque chose qui peut se vivre le plus doucement, le plus facilement possible. Moi je sais que faire passer une âme, déjà, je trouve que c'est pas quelque chose d'obligatoire. On n'est pas obligé, parce qu'on ressent une présence, de lui demander de partir. Si c'est une présence bienveillante, on la laisse là où elle est. Tant qu'il n'y a pas de désagrément sur notre corps, sur notre sommeil, ou même sur l'électricité, on ne touche à rien. Enfin, c'est ma vision. Après, voilà, je ne sais pas ce que les autres médiums peuvent en penser. Et puis après, effectivement, quand c'est dérangeant, on va essayer de négocier pour que cette âme aille ailleurs, en fait. Ailleurs que dans le lieu de vie, par exemple. Oui, c'est quelque chose d'assez particulier à vivre, et il y en a qui ne le savent pas, en fait. C'est comme s'ils ressentaient la mort qui va arriver, mais très prochainement. Ou alors, en fait, ils ont mal au ventre, ils ont mal de tête, ils ne comprennent pas pourquoi. Ce sont des signes qu'ils reçoivent sur leur corps, parce qu'il y a des âmes qui sont en train de réclamer d'être libérées, en fait. Ça ne se passe pas toujours naturellement quand une âme va quitter le corps, et quand il y a quelqu'un qui décède. Évidemment, une mort brutale, le chemin de l'âme ne va pas être le même qu'une personne qui a été malade et qui sait qu'elle va s'éteindre. Donc tout ça, c'est pas le même accompagnement non plus. C'est un milieu qui est assez complexe, et c'est vrai que moi je me penche sur beaucoup de sujets, mais il y en a pour lesquels je n'arrive pas à avoir d'explication du tout. Le monde invisible est plein de secrets, mais vraiment ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut pas en avoir peur. Il ne faut pas en avoir peur. Si on reçoit, c'est qu'on est censé être en capacité de le recevoir. Et toujours essayer de communiquer avec des personnes qui ont de l'expérience. Voilà ce que je vis, comment tu peux m'aider, en fait. Toujours être en confiance par rapport à ça. Et bien comprendre aussi qu'on est là sur Terre pour vivre notre expérience en bas. Donc la spiritualité, c'est un plus, la médiumnité aussi. La vraie vie, elle est là, elle est sur Terre. Donc elle n'est pas toujours à essayer de se relier. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, quand je me dis ça, en fait. Quand on vous dit à vous, moi, on m'a déjà dit que j'étais médium, mais plein de fois. Moi, je ne suis pas médium. Enfin, j'ai reçu des choses, mais je ne suis pas médium, je ne le sens pas. Et Ouais. pourtant, j'ai reçu des choses. Je sais que ces choses-là, je les ai reçues, mais 3-4 fois dans ma vie. Ouais, parce que... Du coup, c'est pour ça que j'ai essayé l'écriture. Voilà. Ouais, parce que tu n'as peut-être pas encore trouvé de quelle manière tu peux utiliser ta médiumnité. Est-ce que c'est vraiment avec les gens aussi? Est-ce que c'est pas avec les animaux? Moi, je ne reçois pas d'infos, je ne vois pas de personnage, mais je reçois une histoire. Oui. Que je raconte comme si c'était demain ou après-demain ou dans un an. D'accord. C'est pas du tout pour moi quelque chose que je vois dans le temps. C'est quelque chose que tu ressens. C'est quelque chose que je dis, va se passer ça, comme il va pleuvoir, je sais pas, il va tomber 2 arbres. Mais c'est en cela que je te dis, on est tous médiums dans cette fonction-là. Je ne sais pas que ça va se passer, ça se passe des fois le lendemain, le surlendemain. Oui, il n'y a pas de temporalité. Et moi, j'ai pas vu ça comme quelque chose dans la médiumnité, en fait. C'est pas quelqu'un qui me l'a dit. Oui, parce que tu l'as reçu en information. Juste, je raconte ça comme si je disais demain on va manger chez des amis. Oui, mais parce qu'en fait, ça se passe naturellement. En fait, tu vas pouvoir donner une information qui va être quelque chose de très pertinent, en fait. Donc c'est ton intuition qui est très très fine. Après ça, tu peux le travailler si tu en as envie. C'est pour ça qu'on m'a dit l'écriture. Oui, mais à mon avis, c'est que c'est pas encore la bonne méthode. Moi, ça marche. Ben non, parce que tu canalises peut-être pas de cette méthode-là. Ça sera peut-être dans 2 ans, je vais penser jamais, plus jamais. C'est possible que ça s'installe à un moment donné. Donc, non, moi je dirais pas jamais. De dire, Ah, mais ça c'est hyper compliqué. Moi, quand je pense, je ne sais pas que ça va se passer. D'accord. C'est pas souvent, c'est duré 10 fois, mais bon. Ouais, mais peut-être parce que voilà, tu as simplement. Ben, après, ça s'appelle aussi l'intuition. C'est très précis, donc Ouais. 10 fois, c'est ce que je sais qui est très précis. Ouais, mais peut-être que tu n'es pas encore prête en fait à pouvoir admettre ça, à être légitime avec ça. De toute façon, le mot médium, il n'est pas adapté. Il n'est pas adapté. J'ai pas peur. Ouais, ben tant mieux, c'est bien, ça veut dire que tu vas être en capacité de recevoir encore autrement, mais pas forcément en écriture automatique. Peut-être que toi, tu es censé recevoir autrement, avec ton 3e œil, ou en auditif, ou d'une autre manière, ou en intuitif. Il faut que tu essayes d'écrire. Alors ça, c'est très important aussi quand on fait des rêves et qu'on a l'impression qu'ils ont été prémonitoires. C'est le premier truc qu'on fait au réveil. On écrit la date et on écrit, ben voilà,
Moi, j'ai vu, je sais pas moi, j'ai vu un tsunami ou j'ai vu un tremblement de terre avec beaucoup de morts, j'ai vu un avion qui s'est crashé. Et on essaye de voir à quel moment on est pertinent dans ce qu'on a vu, dans ce qu'on a rêvé. Voilà. Donc j'espère que le partage de cette expérience vous a apporté peut-être des choses. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y a pas de sujet bête, hein, n'hésitez pas. Non? Alors, qui c'est qui a posé la question? Hop. La télépathie. Alors la télépathie, c'est pareil, c'est quelque chose dont enfin, ce que j'ai compris aussi de ce que j'ai lu et appris, c'est quelque chose dont on a tous le fonctionnement de la télépathie, et surtout les parents avec leurs enfants ont un don de télépathie assez fort, assez puissant, et on l'a également avec les animaux. Donc c'est vraiment une manière dont on va envoyer une information à quelqu'un sans utiliser la parole. Et ça fonctionne aussi bien avec les vivants qu'avec les défunts. Donc la télépathie, c'est chouette le sujet que tu abordes, parce que je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose où on peut tous jouer avec. On peut tous expérimenter la télépathie quand on a un animal qui dort dans son panier, et on va dire son prénom et on va dire réveille-toi, réveille-toi. Donc moi, mon chien, c'est Orly. Orly, réveille-toi, Orly, réveille-toi, Orly, réveille-toi. Et ça, je vais le dire dans ma tête. Et à un moment donné, je vois mon chien qui relève la tête. Je dis ah, chouette. Puis après, j'allais dormir. Mais en fait, ça fonctionne super bien. Et alors après, avec les ados, pour vider le lave-vaisselle, c'est plus dur. Ça marche pas bien. Mais en tout cas, avec les défunts, on peut leur demander, être dans la demande, en fait, dans la tête, de dire je me sens pas bien aujourd'hui, j'ai vraiment besoin de recevoir un signe. Envoie-moi quelque chose que je ne suis pas habituée à voir. Et ça, on va le dire plusieurs fois, jusqu'à ce qu'on ait notre belle récompense. Donc, on a tous le don de télépathie, je pense. Je pense qu'on l'a tous. Ouais. Ça t'arrive souvent de... Ouais, quand elle te demande de vider le lave-vaisselle. D'accord, c'est très fort. Et alors, ouais, et je pense aussi que quand on perd un enfant, ou même deux, ça continue, en fait, comme s'il y avait un lien qui était toujours là, et comme si on pouvait continuer de communiquer par ce biais-là. En fait. Oui, moi, pas les miens, mais je t'assure que ça marche quand même. Mais c'est vrai que ça fonctionne bien. Ou quand on n'a pas eu un coup de fil depuis longtemps aussi, on pense à la personne en disant, puis on a du caractère, on dit, j'ai pas envie de t'appeler en premier, en fait. Donc, ah, c'est chouette. C'est beau, mais ça, pour moi, quand je dis que tout le monde a une capacité médiumnique, c'est ça, c'est cette reliance, réussir à la trouver. Tu voulais dire quelque chose? Se parler ou se communiquer, ouais. Elles ont même toutes les deux aujourd'hui. Ah oui, mais là c'est des jumelles. Ouais. Là c'est un lien qui est super fort, qui est très fort. Ouais. Se concerter, voilà, chercher. Ouais, c'est magnifique, c'est beau, toutes ces choses-là. C'est des choses qu'on peut travailler avec les membres de notre entourage aussi, les gens qu'on aime. On peut travailler notre médiumnité aussi dans le quotidien. On peut se demander avant d'aller au travail, tiens, ma collègue, j'imagine qu'elle va avoir un pull de telle couleur. Ça, en fait, c'est comme ça qu'on stimule un petit peu nos ressentis. Et alors on ne va pas devenir médium en demandant la couleur du pull de la collègue, mais on peut travailler un petit peu notre intuition, nos ressentis. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, ce que je voulais dire, c'est que tout le monde a ses dons, et que ce n'est pas par... Souvent on dit, c'est un don qui est transmis de génération en génération, quelque chose comme ça. Donc, mais on le travaille de quelle manière? Parce que, effectivement, il faut écouter son intuition, écouter son corps. Mais bien souvent, on dit, c'est le hasard. Oui, je pense que c'est la répétition qui va faire qu'on va finir par croire en ce qu'on reçoit. Parce qu'effectivement, on doute quand on va avoir, par exemple, 2 événements qu'on a perçus à l'avance sur 6 mois. Là, on va se dire c'est du hasard. Par contre, c'est à force de répétition que là, on va se dire quand même c'est très fort. Et c'est pour ça que je parlais de noter, en fait, d'écrire. Parce que c'est comme s'il y avait un support qui nous permet de vérifier les informations qu'on reçoit. Et je trouve qu'on les travaille quand
quand on est dans le lâcher-prise complet et quand on arrive à être dans un autre domaine que la médiumnité. C'est-à-dire on a une médiumnité d'autant plus forte quand on est sur la terre des vivants et quand on n'est pas toujours perché ou à faire des voyages spirituels ou des choses comme ça. Il faut vraiment être dans le quotidien de la vie, dans l'amusement, dans le côté épicurien pour avoir des informations encore plus... Ah oui, vraiment. On reçoit des fois des informations alors qu'on est en plein repas de famille, en fait. Et après, on traite le dossier plus tard, mais voilà. Après, quand on veut apprendre à se relier, c'est vraiment avant de s'endormir, moi je trouve, parce qu'on est en total lâcher-prise la nuit. Et ça, il faut se servir de notre cerveau comme le plus beau des récepteurs nocturnes, en fait, pour avoir les contacts défunts ou des informations sur nous aussi. Montre-moi sur un autre poste, parce que je ne suis pas à l'aise dans mon travail. Montre-moi en train de faire autre chose. Et à ce moment-là, je vais essayer. Et surtout, fais en sorte que je me rappelle. Alors, quand je dis montre-moi, fais en sorte, c'est que moi, je m'adresse à un guide particulier. Je me suis attribué un guide auquel j'ai donné un prénom. Il s'appelle Jules. Et quand j'ai besoin de me rappeler de quelque chose, je demande à Jules. Parce que j'ai une mémoire terrienne qui est mauvaise. Du coup, je demande à Jules. Je dis, Jules, fais en sorte que je me rappelle de mes rêves. Et demain, donne-moi des messages en fonction de telle personne. Les contacts défunts, je ne vais pas forcément les travailler comme par exemple Karine peut le faire. Moi, je vais avoir besoin de regarder la photo et je vais avoir besoin de passer une nuit avec le défunt. Pour que j'ai des infos, en fait, pour que j'ai des choses. Geneviève Delpech fait comme ça aussi, puis c'est comme ça qu'elle m'a appris. Donc, je sais que je vais percevoir vers 3-4 heures du matin les meilleures informations, parce que mon cerveau va être à la bonne fréquence hertzienne. Donc, je l'utilise vraiment comme un outil. Et vous avez dû remarquer que quand on se réveille la nuit et qu'après on se rendort, c'est à ce moment-là où on va faire des rêves de dingue. En fait, on en fait toute la nuit, mais c'est à ce moment-là où on s'en rappelle. C'est pas le même sommeil. C'est ça. Le sommeil alpha. Ouais. Complètement. C'est exactement ça. Bravo. Bon point. Et du coup, voilà. C'est pour ça qu'il y en a même certains qui s'amusent à mettre un réveil la nuit, parce qu'ils savent très bien que ça va être après qu'il va se passer... Ouais. Ah ben c'est top. Et ça, quand on a compris comment ça marche... On met le réveil, et comme ça, on sait qu'après, ça va être super. Voilà. Et on peut même faire des très belles perceptions pendant la sieste. Donc, il faut avoir un temps pour faire la sieste. Est-ce qu'il y a d'autres questions, ou est-ce que... Dites-moi. Oui ? Ah oui, alors les heures miroirs, ça m'est souvent demandé, et il y en a beaucoup qui ont besoin de l'interprétation de l'heure en question, en fait. Alors que moi, je trouve que simplement l'heure miroir, c'est un beau cadeau. Moi, je l'accepte comme un cadeau, comme si j'avais des anges qui m'accompagnaient, comme si j'étais guidée, comme si... Et après, je fais attention à quoi je pensais au moment où je vois l'heure miroir. Et je me dis que ça peut être une validation. Est-ce qu'il faut que je m'achète des nouvelles chaussures? Heure miroir, oui. Tu vois? Mais ça, c'est parce que je fonctionne comme ça. Mais après, voilà, ça peut être... si on pense à quelqu'un qui nous manque et puis qu'on voit plusieurs heures miroirs dans la journée, je vais facilement dire peut-être que cette personne a pensé à moi aussi. Tu vois, pour moi, c'est comme des validations. Mais après, quand on décortique, il y a plein de choses à apprendre sur les heures miroirs. C'est quoi les heures? Ah, tu vois toujours la même heure? Ah oui. À ce propos, moi, c'était 22h22, mais j'étais pas ouverte spirituellement. Mais quand j'étais gamine, jusqu'à l'âge du lycée, je refusais de m'endormir avant d'avoir vu 22h22 à mon radio-réveil. Et je le fixais, quitte à ce que ça me brûle les yeux. Et si je loupais 22h22, il fallait que j'attende 23h23. Et je savais même pas ce que c'était qu'une heure miroir. Donc je pense qu'il y a quelque chose derrière, mais là, j'ai pas l'info. Je ne sais pas. Je voudrais savoir quand on a plusieurs animaux qui meurent de façon prématurée, avec un enfant, heureusement. Est-ce que j'arrive pas à comprendre pourquoi? Est-ce que doit y avoir un médium pour ça? Ou est-ce qu'il y a forcément un message? C'est là où je pense que la psychogénéalogie doit pouvoir donner beaucoup de détails là-dessus. Ouais, je pense aussi. Je pense qu'il doit y avoir un lien. En tout cas, il y a quelque chose de bizarre. Et tu vois, moi, mes animaux, aussi tous ceux que j'ai eus, sont décédés soit à 16 ans et demi ou à 17 ans. Mes enfants sont décédés à 16 ans et demi et 17 ans. C'est comme s'il y avait un cap qui ne se passait pas avec tous mes animaux et aussi avec mes enfants. Donc je me dis, il y a quelque chose qu'on a peut-être besoin de travailler. Mais là, j'ai pas la réponse à ça. Par contre, toi, évidemment que ça doit t'interpeller. Contact médium, tu pourrais peut-être avoir ou contact avec... T'en as qui sont vraiment spécialisés dans la communication animalière et qui peuvent avoir des messages de tes animaux, en fait, qui peuvent te donner des informations. T'as essayé ou pas?
Ouais, puis ça n'a pas donné quelque chose de... Et toi, est-ce que tu as essayé de regarder la photo de tes animaux avant de t'endormir pour essayer d'avoir des messages de leur part? Non. Essaye. Essaye, franchement, ça vaut le coup. Parce que, et il faudra essayer peut-être plusieurs fois. Hein. Essaye sur plusieurs nuits, vraiment des fois 1 semaine, 2 semaines. Et à un moment donné, on arrive à mieux capter aussi en fonction de la lune. Je ne sais pas si vous avez vu, on ne fait pas les mêmes rêves en fonction de la lune. Quand c'est la pleine lune qui approche, nos rêves, ils sont beaucoup plus forts quand on arrive à dormir. Oui. mais ouais, en tout cas, oui, je me doute que ça doit interpeller, se demander ce qu'il y a. Là, j'ai pas la réponse à ça, mais peut-être qu'il faudrait communiquer directement avec les animaux partis. Ouais. Comment as-tu trouvé ton guide et qu'est-ce qu'ils sont? Qu'est-ce qu'ils sont, tu veux dire, qui ils représentent? Alors, moi, j'ai réussi à trouver Jules parce que je lui ai demandé, en fait, qui il était. Et c'est quelqu'un qui n'a jamais eu d'incarnation. Alors, comment t'expliquer? Quand je communique avec l'univers invisible, je sais à qui j'ai affaire, s'ils sont déjà venus sur Terre ou pas, parce que j'ai compris que Jules n'a aucun sentiment. Jules s'en fout si je pleure. Jules, il s'en fout quand je ris. Donc, je me dis, lui, il n'est jamais venu sur Terre, c'est pas possible. Il serait déjà venu, il comprendrait qu'on a des sentiments, qu'on a un cœur. Donc, en fait, pour moi, je le considère comme un guide, comme quelqu'un qui n'a jamais eu d'incarnation. Mais c'est parce qu'en fait, j'ai ressenti qu'il était tout le temps auprès de moi, beaucoup plus que mes enfants d'ailleurs, et je préfère me référer à lui par exemple qu'à mes enfants. Donc moi je le sais, mais après ça c'est, lorsque vous allez voir un médium, vous pouvez poser la question en fait, c'est qui mon guide en fait, qui est auprès de moi? On a des guides qui ne sont jamais venus sur Terre, on a des guides qui sont des défunts, et on a des guides qui sont des anges ou des archanges. On a toute une panoplie. Et il y en a, quand ils se déplacent avec un bus derrière eux. Hein. Ils ont plein de guides différents. Et puis, il y a les dragons. Enfin, il y a tout un univers, en fait, qui est passionnant. Ouais, les dragons. J'ai pas envie de rentrer là-dedans aujourd'hui. Parce que je commence juste à m'y intéresser. Mais c'est passionnant. Passionnant aussi. Et du coup, voilà, on peut référer à certains trucs dans le monde invisible en fonction de nos besoins. Moi, si j'ai besoin d'une place de parking, je vais demander à Sacha. Si j'ai besoin de soigner un zonage, je vais demander à Alan. Si j'ai besoin de savoir ce que je dois faire dans un an, je vais demander à Jules. En fait, voilà, je vais piocher en fonction de ceux qui sont là. Et puis mon grand-père qui était guérisseur, si j'ai besoin de traiter quelque chose de particulier, je vais appeler Pépé Constant. En fait, je vais prendre mes petites références et on peut tous le faire hein, avec ceux qui sont partis ou avec Marie, avec Jésus, en fonction de vos religions, n'importe. Vous pouvez avoir vos références dans le monde invisible. Si on veut une place de parking, on demande à Saint-Expédie. Mais oui, Saint-Antoine de Padoue quand on perd un objet. En fait, il y a plein de choses qu'on peut faire. Mais oui, ça fonctionne bien. Donc, on peut utiliser les références qu'on veut. Et puis, quand on ne sait pas, on demande à son guide, on ne lui donne pas de nom. On dit, je demande à mon guide, ou je demande à mon référent, ou je demande à l'univers, ça englobe tout, puis on met tout le monde d'accord. On n'a pas... moi, quand je fais la demande de bulle, de protection, je demande à l'univers de me protéger dans une bulle de douceur et d'amour, et je montre l'écartement de mes bras. Point, barre. Et il faut penser à le faire avant d'aller dans le Louvre. Par exemple. Ou dans les châteaux, oui, complètement. Au départ, comment on peut savoir quels sont ces guides? Bah ouais, je savais pas, moi non plus. Ouais. Qui on appelle? C'est pour ça que soit au départ on dit souvent l'univers, il y en a qui vont utiliser Dieu, ou il y en a qui vont utiliser un défunt avec qui ils avaient un très bon contact comme une grand-mère ou un grand-père qui était bienveillant, toujours dans l'écoute. Moi je trouve qu'en fait c'est bien d'avoir affaire à une référence dont on a un visage en tête aussi, c'est plus simple. Donc, mais on ne peut pas vraiment savoir, on peut l'avoir en intuitif, on peut en avoir le sentiment. On peut en avoir... et puis après, on est obligé des fois de faire référence effectivement à des médiums qui vont nous aiguiller un petit peu. Et lors d'un rendez-vous, qui vont te dire, je ressens une présence masculine paternelle qui va avoir tel... qui va être costaud, qui va avoir une casquette, qui va avoir une canne. Quelquefois, on a des images holographiques. Oui, pareil, moi j'ai essayé de comprendre comment on voyait les défunts. Parce que j'ai dit, mais non, mais tu les vois comment? En fait, ils réunissent toute leur énergie pour faire une forme holographique. Et un défunt va se présenter parfois plus jeune que l'âge à laquelle il est décédé. Donc c'est des images que l'on voit comme ça, pouf, par flash, et on essaye d'en faire quelque chose. Et pour savoir, oui, tu dois écouter ton cœur pour essayer de savoir qui c'est qui peut t'accompagner au plus près. Mais quelquefois, on n'a pas forcément de prénom. Donc j'en appelle à mon guide, à mon ange gardien. On essaye
de rentrer en communication. Et puis il y a certaines méditations aussi, on peut lui demander des informations. Quand on arrive à être dans un état de conscience modifié, on peut demander des informations. Dire, envoie-moi un prénom. Moi je trouve que le prénom, c'est agréable d'en avoir un quand on a envie d'avoir une référence. Faut le demander, ouais, c'est ça. Moi, je lui ai demandé, il m'a dit Jules. Je dis ok, ça me va, c'est facile à prononcer. Ouais, bah ouais. Juste, j'avais lu une fois que pour savoir son guide, ça peut être une indication, on peut ouvrir un bouquin. Ah oui, ouais. Ah, je savais pas. Sur un prénom, il paraît que. Moi, je ne l'ai pas fait, mais il paraît qu'on tombe souvent sur un prénom. Ouais. Alors, moi, je n'interviens parce que moi, je l'ai fait. Et je voulais t'en parler là, mais j'ai pas osé. Vas-y, impeccable. J'étais une fois, j'étais au téléphone avec Véronique, là, et je lui avais dit, écoute, on m'a dit, tu sais, devant ta bibliothèque, Ouais. tu fermes les yeux, tu choisis un livre, au hasard, tu choisis une page, et tu lis, et le prénom qui arrive, Ouais. c'est le prénom de ton nom qui arrive. Ah. Donc moi, je vais vous dire ce qui m'est arrivé, moi je suis tombé sur le prénom Félicien. D'accord. Sur un livre de Balzac, Ouais. et on est en train de parler de Balzac, et de Véron. Donc je tombe sur le prénom de Félicien, et ce qu'il faut savoir, c'est que mon arrière-grand-mère s'appelle Félicienne, que moi j'ai appelé mon fils Félicien, Ah oui. et que quelques temps après, avec Solveig, elle me dit, bon, ton arrière-grand-mère, c'est un peu un guide, etc., et c'était Félicienne. D'accord. Donc il manquait le E. Ok, ouais, c'était la même chose. J'ai trouvé bizarre. Oui, ça fait une sacrée... oui, effectivement. Ouais. Alors tu vois, moi, ce que j'ai vécu par rapport à Jules, c'est que quand j'ai eu l'information, je me suis trouvée à rencontrer celle qui fabrique des ours, que vous connaissez peut-être, la Ronde des ours. Elle fabrique des oursons, tu la connais ? Ouais, voilà. Et en fait, j'ai craqué sur un de ces petits oursons et elle leur donne tous des prénoms. Et devine sur lequel j'ai craqué ? J'ai dit, je te l'achète. Et du coup, dans mon cabinet, j'ai un petit ourson qui s'appelle Jules, parce qu'en très peu de temps, j'avais eu 2 fois ce prénom. Je dis, bon, ok. Ouais, donc c'est chouette. C'est chouette. Ah oui ? Ah bah tiens, tu vois. Ah bah c'est fort. Ils sont beaux, ces ours. Ouais. Donc, voilà. Est-ce que c'est bon pour vous ? Est-ce que ça répond un petit peu à vos attentes par rapport à ce que... Ouais ? Il n'y a pas de questions bêtes, hein. Si vous en avez, n'hésitez pas. Et puis, est-ce que c'est bon pour toi, du coup, aussi, ou je sais pas. Non, ben après, moi, je veux bien parler de ma vie, mais des fois, elle est chiante. Hein. Ah si, je peux vous parler d'un contact défunt que j'ai vécu qui était assez rigolo. C'était au tout départ, quand je faisais les nettoyages de lieux, justement. J'étais allée dans une maison très, très chargée d'histoire, où la personne vivait vraiment quelque chose de... compliqué. Elle avait un enfant, elle avait un bébé. Et au-dessus du lit, il y avait un mobile, donc vous savez, qui tourne et qui fait de la musique. Et ce qui était très perturbant pour cette femme, c'est que dès que le bébé était endormi, le mobile était littéralement arraché et balancé sur le parquet. Donc elle entendait le bruit, elle montait, donc le bébé était en pleurs et le mobile était arraché et balancé sur le parquet. Donc je dis, mais ça arrivait combien de fois ? Elle me dit 5. Ah. Je dis, le gars doit être costaud. Hein. Donc j'ai dit, du coup, et pendant qu'on était en train d'échanger en bas, là on entend courir sur le parquet au-dessus. Je dis, t'as du monde en haut ? Non, j'ai personne. Je dis, ok. Donc en fait, je suis montée à l'étage pour faire le nettoyage de lieu. Et là, je suis rentrée dans la pièce qui était en travaux, qui était leur chambre parentale. Mais je dis, elle se termine quand cette chambre ? Elle me dit, jamais, parce qu'on se sent pas bien. Je rentre à l'intérieur de la chambre, et là m'accompagnent les 2 chats de la propriétaire, des Maine Coon magnifiques. Je dis, venez avec moi. De toute façon, j'étais plutôt rassurée d'avoir du monde avec moi. Et ils se sont assis de chaque côté, en fait, et ils ont regardé le même coin que moi. Et là, j'avais un monsieur en colère, donc évidemment pas un vrai, hein. On est en train de parler d'un défunt. Gaston, il s'appelait Gaston. Gaston était très en colère, très énervé. Et du coup, Gaston, ce qu'il a fait, c'est qu'il il a commencé à me dire que c'était sa maison, qu'il était hors de question, en fait, qu'il quitte les lieux. Je dis, mais Manou, t'es dans la merde, parce qu'en plus, je débutais, donc je ne savais pas vraiment comment faire. Donc me voilà partie avec mon petit bâton de Palo Santo, mes petits pierres magiques, je dis, allez, on va y arriver. Les chats qui commençaient à reculer un petit peu et à vouloir gratter à la porte pour ressortir. Et j'ai négocié, en fait. J'ai dit à Gaston qu'en fait, c'était effectivement sa maison, mais qu'on aimerait bien qu'il aille dans l'annexe. Alors du coup, j'ai allumé des bougies, je lui ai parlé, et d'un seul coup, il a traversé le mur, il est parti.
Je redescends, je parle à la propriétaire, donc je dis alors qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire qui lui fasse pas peur, parce qu'effectivement c'était Gaston qui envoyait le mobile de l'enfant sur le sol très régulièrement. Et là je dis à la propriétaire, alors voilà, on a une entité, on a quelqu'un qui s'appelle Gaston, c'est sa maison et apparemment il ne veut pas quitter les lieux. Et là elle me dit vous rigolez? Je dis non, non. Et elle me dit, venez avec moi. Et donc, on descend dans la cave, en fait, qui était en pierre apparente. Elle enlève une caisse en bois, et là, dans le mur, était gravé Gaston. Donc, en fait, ce monsieur a été effectivement... on a cherché après dans les registres de la vente de la maison, et il y avait un propriétaire, effectivement, qui s'appelait Gaston, et qui avait eu la maison avant les propriétaires d'avant. Et en fait, on a réussi à remonter à lui, à faire une petite cérémonie en lui disant que ce serait toujours sa maison, mais qu'on lui demande de ne pas déranger l'enfant. Donc j'ai trouvé ça magnifique et moi, ça m'a mis en confiance parce que je me suis dit, j'ai le défunt, j'ai le prénom et j'arrive à lui dire d'aller dans l'annexe. Ce que je n'avais pas anticipé, c'est que dans l'annexe, il y avait tout l'électroportatif. Donc il y avait les tondeuses, il y avait tout ce qui sert à entretenir le jardin. Tout a été grillé. Donc je ne sais pas ce qu'il en est, parce que je demande à cette brave dame de se débrouiller maintenant. Mais en tout cas, voilà, c'est des petites choses qui peuvent faire rire, mais eux, dans leur quotidien, ça n'a pas été marrant. Ça n'a pas été marrant du tout parce que l'enfant était perturbé. En plus, il avait vu sur le cimetière la chambre de l'enfant. J'ai dit, tout est là pour vraiment me mettre en difficulté. Alors quand on vit ce genre de choses au début, puis qu'on a tout à apprendre à faire, notamment passer les âmes, donc c'est pour ça que quelquefois on n'y arrive pas, on arrive juste à les convaincre d'aller un petit peu plus loin, pas forcément à quitter vraiment les lieux. Donc, comment? Ah oui, c'est une prière particulière ça? D'accord. D'accord, ok. Comme j'ai eu les prières en fait lors de mes nuits, j'utilise celles qu'on m'a données, mais je ne doute pas qu'elles soient efficaces, certainement. J'ai vécu des petites choses un petit peu comme ça, et maintenant aussi, comme je reçois dans mon cabinet, et qu'il y a régulièrement des personnes qui viennent en rendez-vous, et c'est des contacts défunts. Alors, je ne sais pas si toi, ça t'est arrivé aussi, Karine, mais des fois, les défunts, ils restent avec moi. Alors, il y a une nuit, il y avait 3 défunts au bout du lit. Alors, étant maintenant habituée à les voir, je leur ai dit, les gars, je suis crevée, je vous fais passer demain. Ils m'ont pas cru. Et du coup, ce qui s'est passé, et là j'en étais bien embêtée, c'est qu'il y en a un des 3 qui a sauté à la gorge de mon mari, en fait, en pleine nuit, et qui a tenté de l'étouffer. Lui, il n'était pas content. Du coup, à 2h du matin, il s'assoit dans le lit, il dit « on m'étouffe !» Et là, automatiquement, il me regarde « Qu'est-ce que t'as fait ?» Je n'ai rien fait. C'est justement là où j'aurais dû faire quelque chose. J'aurais dû, en fait, les faire passer. Donc, quand on ressent des présences, on ne remet pas ça au lendemain. Hein. C'est ça tout de suite. Note pour plus tard. donc voilà, des choses comme ça. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu des désagréments dans les maisons, parce que quelquefois, ils s'amusent, mais quelquefois, ils vont un peu loin dans ce qu'ils font. Hein. Ils font vraiment... Comment tu fais pour te protéger? Alors, pour se protéger, moi, je me mets vraiment dans une bulle, en fait. C'est vraiment ce que je t'ai dit, en fait. Je demande à l'univers de me protéger dans une bulle de douceur et d'amour. Après, je vais... je peux vous expliquer mon rituel pour passer les âmes, c'est pas compliqué. Hein. J'allume une bougie qui vient de chez Action. Je prends les bougies 4 heures, parce que 8 heures, c'est long. Je prends les bougies 4 heures et je vais penser au défunt très très fortement. Je vais dire qu'en fait, je lui envoie beaucoup d'amour, je lui envoie beaucoup de lumière, que vraiment ici, c'est pas sa place et qu'il va être accueilli au bon endroit et qu'il y aura les bonnes personnes pour l'aider à se trouver à la juste place. Et je demande, une fois que la bougie a terminé de brûler, en fait, de m'envoyer un signe. Je vais demander au défunt, quand j'arrive pas à savoir qui c'est, parce que quelquefois, on sait qu'on a une présence, mais on sait pas à qui c'est. Je vais dire, tu m'envoies un signe une fois que tu es au bon endroit. Et après, je vais aller dans mon jardin et je vais regarder ce qu'il y a tout autour pour voir si je reçois mon signe, en fait. Et tant que j'ai pas le signe, je recommence et je rallume une bougie, etc. Donc, et après, si jamais je sens que je suis envahie parce que le défunt il a envie de prendre possession de moi ou de venir au plus près parce qu'il a envie de m'emmerder, globalement c'est ça, mais je vais avoir des maux de tête ou dans le ventre, en fait. Comme si, en fait, ils réclamaient une aide très très fortement parce qu'ils sont pas heureux, en fait, quand ils n'arrivent pas à trouver la lumière, ils sont... Ouais. Alors, moi, je vais compliquer. Vas-y.
En fait, ce qui fonctionne, en tout cas pour ma part, quand je fais passer les âmes, parce que je suis sur un terrain de 1660 et dans un bâtiment de 900, donc imaginez en fait toutes les âmes qui sont restées et qui viennent me visiter régulièrement. Et j'en ai fait passer quelques-uns dans la lumière. Et ce qu'il y a, parce que ce qu'ils me disent, c'est leur terre demandée. Hein, donc il y a eu la guerre demandée. Oui. Et c'est leur terre, hein, c'est leur lieu. Donc imaginez, je suis dans leur lieu. D'accord. Et ce qui a bien fonctionné en fait avec eux, c'est je leur donne toujours l'heure, la date à laquelle on est, parce qu'ils ne sont pas sur le même espace-temps. Et bien souvent, je leur dis que leur famille les attend. Oui, c'est ça. Il leur faut une référence pour réussir à monter vers la lumière. Et c'est toujours avec l'amour que ça va fonctionner. Donc, évidemment, quand on a des liens familiaux, même les familles d'âmes, c'est ça qui les permet en fait, de monter en douceur. Oui. Et après, bon, bien souvent, quand j'appelle l'archange, oui, mais on a tous des références quand on est habitué à le faire régulièrement, mais quand on l'a fait une fois, c'est comme si les autres âmes étaient au courant que tu savais le faire. Ce qui fait que quand on commence à s'engager sur ce terrain-là, il faut bien comprendre qu'on ne va pas le faire qu'une fois. Et en plus, on risque d'être attiré par des professions où on va le faire très souvent. Il y a beaucoup d'aides-soignantes qui font ça assez naturellement. Il y a beaucoup de personnes dans le corps médical qui, en fait, sont passeurs d'âme sans vraiment le savoir. Il y a des enfants qui le font sans le savoir. D'un seul coup, ils vont se dandiner, je les vois faire de temps en temps, et ils font des gestes avec leurs mains. Ils font des... Je dis, tu fais quoi comme jeu? Je sais pas. Et ils font ça. Et ça, c'est le geste qui demande en fait à passer vers la lumière. Donc c'est voilà. Je pense que c'est pas ça, c'est pas réservé à une élite non plus de faire passer les âmes. Il faut juste apprendre à effectivement demander à être bien protégé au moment où on le fait. Et si on sent qu'on est vaseux, qu'on a des maux de tête, des maux de ventre, on fait une douche et on met du sel dans son gel douche en fait. Hein. En plus, ça fait un petit gommage, c'est sympa. Mais c'est vrai que ça évite d'avoir des désagréments derrière. Ouais. Oui. Et puis de demander à ce que... Je pense qu'il doit y avoir beaucoup de techniques, mais celle-ci doit être agréable aussi à vivre, ouais, effectivement. Ouais. Il y a plein de choses. Moi, je faisais pour les plus jeunes des lâchers de ballons que je remplissais d'hélium. C'est pas bien parce que c'est polluant pour la nature. Mais qu'est-ce que c'est beau à vivre. Une fois, j'ai fait passer 2 âmes relativement jeunes, 3 ans et 6 mois. Et j'ai dit, tiens, je vais les faire passer en même temps. Souvent, je filme pour envoyer aux parents. Ce qui était beau à voir, c'est que j'ai pas lâché les ballons au même moment. Mais par contre, le premier ballon que j'ai lâché du petit garçon qui avait 3 ans, il a attendu le second ballon que j'ai relâché derrière et les 2 bolducs se sont emmêlés et ils sont partis tous les 2. Je dis, oh, c'est trop beau, ça c'est beau. Et on se dit, ça s'invente pas. Pour moi, c'est un signe très fort. Et quand j'ai envoyé aux mamans, elles étaient en pleurs. Je dis oui, c'est comme si en fait, ils avaient choisi de le faire ensemble. Et ils n'étaient pas frères et sœurs. Hein. Ils ne se connaissaient pas sur Terre. Donc ça, c'est très beau. De toute façon, on peut avoir tout le temps des très beaux résultats en pensant à nos défunts, en allumant de la lumière. C'est vraiment quelque chose qui leur envoie de l'amour. On est dans une certaine dynamique. Et quand on est dans un endroit qui est chargé aussi, où on ne se sent pas bien, quand on vient de déménager et qu'on doit s'approprier le nouveau lieu où on est, d'allumer des bougies. Ça veut dire, je suis là en paix, je vais apprendre à cohabiter avec ce qu'il y a déjà sur place. Donc ça, c'est tout bête à faire. Mais, c'est à la portée de tout le monde. Oui. Concernant les rêves, est-ce qu'il y en a où il ne se passe rien? Enfin, est-ce qu'on ressent quelque chose de spécial quand il y a un message dans le rêve? Parce qu'au final, parfois, ça n'a ni queue ni tête et je me dis, là, je vois pas. Oui, quelquefois, c'est très très difficile à interpréter. C'est pour ça que c'est important de les noter. Parce que quelquefois, tu vas faire plusieurs rêves qui auront un sens qu'une fois que tu les auras tous notés. Tu vas avoir des petites portions, en fait, à chaque rêve que tu vas faire. Donc, toujours les noter et à quelle date, en fait, tu les as faits. Et parfois, ça peut être un rêve aussi qui n'est pas du tout sur cette période-là. Ça va être un rêve d'une vie antérieure. On est en train de te montrer ce que tu as pu faire dans une autre vie. Donc, c'est là que c'est important de noter aussi. Comment j'étais habillée? Est-ce qu'il y avait de la lumière, d'électricité? Tout ça, en fait, pour essayer de savoir si c'est un rêve de toi qui a vécu quelque chose dans une vie antérieure. Ou alors, est-ce qu'on est en train de te donner des indications sur ce qui va arriver, en fait, pour savoir si on est dans le prémonitoire ou pas. Et quelquefois, on oublie ou on n'a plus qu'un seul souvenir très vague, d'où l'importance d'écrire. Et il faut le faire dès qu'on se réveille, parce qu'après, très rapidement, ça s'efface.
Tu fais des rêves quelquefois que tu as du mal à interpréter? Non, mais c'est que je me demandais, est-ce qu'on doit faire quelque chose de tous les rêves ou est-ce qu'on le sent particulièrement et on se dit, bon, celui-là, il est un peu différent des autres et c'est celui-là Je pense que des fois, tu n'en feras rien. Je vais te parler de mon dernier rêve, tu vas vite comprendre. J'ai fait une enquête policière et mon collègue était mon chat. Voilà. Donc Hakoun était assis dans ma voiture avec la ceinture et il me disait miaou miaou miaou, ça voulait dire qu'il fallait aller plus vite, donc miaou miaou miaou. Donc voilà, ce genre de rêve. Alors moi ça me fait rire, mais je pense que je n'en ferai rien. Ah bon. Ah non. Alors une autre fois, j'étais aussi en train d'entraîner les gars des pompiers pour passer le concours des pompiers à Paris. Je ne fais pas de sport. Ben là je courais vite, mais j'étais à fond. Il y a un fantasme derrière. Ah ben sûrement. Ouais, mais tu vois, c'est pas l'époque des calendriers des pompiers, je vais être obligée d'attendre. Donc j'ai entraîné les pompiers, c'est merveilleux. Question. Dis-moi. Sur les rêves, alors je sais pas si vous avez vraiment une fois, est-ce que quand tu as deux personnes qui sont à 500 km de distance, oui, et où le rêve, en fait, c'est le même, mais des deux visions différentes? Ah oui, je l'ai vécu avec une copine, ouais. Vous avez vu ça ou pas? Parce que moi, vraiment, quand j'ai été vraiment mes parents, c'est très bizarre qu'elle... c'est très bizarre qu'elle me dise... ouais. Je vais vous dire, en fait, nous, on partait du château avec ma famille, ouais. Et on allait voir maman, enfin, peut-être brièvement, avec les fusils, peu importe. Et elle me dit, ah ben moi, j'ai rêvé que vous veniez à la maison. Ouais. Il y avait les sons de papa aussi, mais... Donc du coup, nous, on partait, et elle me voyait arriver. Oui, alors j'ai fait exactement la même chose que ça et on a pas eu d'interprétation. En fait, j'ai eu tout le début d'un rêve où je marchais, j'allais vers une toile de tente et j'étais avec Alan, mon fils, qui était de dos, il était déjà décédé. Et en fait, j'ai une de mes amies médiums qui a fait, mais c'est un truc de dingue, je t'ai vu rentrer dans une toile de tente avec ton fils et elle m'a décrit exactement comment il était habillé. Et c'était pour rentrer dans une salle où il y avait un rétroprojecteur. Ouais, ça est écrit dans l'un de mes livres, il faut que je les relise. Parce qu'en fait, on explique ça, et c'était une salle qui ressemblait vraiment à ça. C'est bizarre que tu me poses la question. Très perturbant, ton truc. Et, d'accord, ok. Ça m'embrouille les pistes. Oui, sûrement qu'il y a des significations, mais c'est perturbant quand, effectivement... Je pense que quand on rêve, il y a une partie de notre esprit qui se détache, et qu'on se rejoint tous, en fait. Hein. En fait, j'avais une autre question. Dis-moi. Je voulais voir qui tournait. Et justement, je voulais que tu nous parles de ton livre. Ah oui. Pour savoir ce qu'il y avait dedans. Parce que autant j'ai lu le livre de Solveig hier, qui a été présenté, et on en parlera tout à l'heure. Ouais. Autant le tien, je n'ai pas eu l'occasion de le lire encore. Donc oui, mon dernier livre... hop. Alors, rien ne s'arrête jamais, comme son titre l'indique. C'est parce qu'en fait, je vais reprendre un petit peu tout ce que j'ai pu vous expliquer. Alors, il n'y a pas tous les détails dans ce qu'on a échangé, mais en fait, à l'intérieur, je vais reprendre mon histoire pour comprendre comment je me suis ouverte à la médiumnité, enfin plutôt comment la médiumnité est venue m'envahir au travers des décès de mes enfants et au travers de tous les messages que Geneviève Delpech a pu recevoir. Vous connaissez Geneviève Delpech? C'est la femme du chanteur Michel. Ah. Alors, et tu racontes ton histoire. Oui, sur Nurea TV. Parce que Geneviève, elle m'a dit, tu vas faire Nurea. J'ai dit, peut-être. Elle m'a dit, tu fais Nurea. Bon, j'ai fait Nurea. Ouais. Peut-être. C'était il y a un mois, je pense que je l'ai fait. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, derrière la demande de rendez-vous, mon Dieu, j'avais pas anticipé comme quoi, même quand on est médium, hein, on n'a pas toutes les infos. Du coup, ce livre, en fait, il est plutôt thérapeutique. Et quand on connaît quelqu'un qui souffre dans le deuil, ça va lui offrir une autre manière de voir les choses, de tout ce qui peut se passer dans le monde invisible. Voilà, il a surtout cet avantage-là. Et il va vous faire passer du rire aux larmes, parce qu'autant ce que j'ai vécu, c'est triste, mais j'arrive à y mettre de l'humour, parce que ça a toujours fait partie de moi. Donc voilà, ça c'est juste pour... comment ? Non, je croyais qu'il y avait quelqu'un qui avait parlé. Non, c'est peut-être pas quelqu'un qui est dans la salle. Tout est possible. Voilà. Est-ce que ça répond à ce que tu voulais par rapport au livre? Ouais. Voilà. L'oracle. Alors l'oracle, j'en ai emmené quelques-uns ici. Hop. Fleur de la guérison. J'ai pas regardé comment c'était mis. Je vous en parlais tout à l'heure. Donc ça pourrait ressembler à du crabouillage, mais en fait, ça n'en est pas du tout. Et on a des fleurs différentes avec des énergies particulières. Là, ça va être le lâcher-prise, la source,
Et en fait, on peut se faire un petit tirage quotidien. Il y en a qui sont ici puis qui l'ont, l'oracle. On peut se faire un petit tirage quotidien pour savoir ce qu'on a besoin de travailler comme énergie. Et moi, quand je tire ces cartes, pareil, c'est impressionnant. En fait, je ferme les yeux et en fait, je tire les cartes d'Alan, j'en pose une sur moi et quand je regarde, je dis, c'est pas un hasard. Il y a plein de choses. Ben oui, voilà, c'est ça. Donc tu te fais un petit tirage et tu vas avoir une énergie à travailler. Alors les personnes qui sont réceptives au magnétisme ou aux énergies, en fait, vont pouvoir la tenir entre les mains, ça va chauffer. Si tu fais une méditation, tu peux la poser sur ton cœur ou tu peux simplement la regarder si tu es visuel. Ça va t'aider à travailler tes sens aussi. Et ça, tous ces petits dessins m'ont été donnés hashtag là-haut. Donc, c'est chouette ces oracles parce qu'en fait, ça aide vraiment. Oui, c'est vraiment... Puis c'est ludique, il est très facile de fonctionnement, en fait. Et c'est pareil, quand j'ai dessiné, je ne savais même pas ce que c'était qu'un oracle. Je ne savais pas que ça existait, je ne savais pas à quoi ça servait. Donc il a vraiment fallu que je fasse un gros boulot sur moi pour comprendre tout ça. Une question, on ne parle pas beaucoup des odeurs, en fait. Oui, alors moi j'ai pas du tout l'olfactif, c'est pour ça que j'arrive pas à en parler parce que je le maîtrise pas. J'ai les autres sens, je vois les défunts, je les entends, mais en fait j'ai pas l'olfactif. Non, peut-être qu'un jour il se développe pas, ça va se développer ou pas. Mais Karine en a parlé un petit peu. tu en as toi en olfactif? Ouais, j'ai pas l'olfactif, j'ai tout le reste, j'ai pas celui-là. Donc, mais ça doit être particulier aussi à vivre, j'imagine, de rentrer dans un lieu et d'avoir une odeur qui nous rappelle quelqu'un, je pense. Ouais. Non, parce que c'est souvent, quand je ne sais pas si c'est pour tout le monde, mais enfant, on a des odeurs qu'on garde en mémoire. Oui. Enfin, comme beaucoup de choses qu'on garde Ouais. plus en mémoire parce qu'on était enfant. Ouais. Du coup, adulte, on les retrouve. Oui. Et on dit, tiens, ça sent Ouais. l'odeur du jardin. La mémoire olfactive, ouais. C'est des Ouais. géraniums sauvages. Ben oui, mais celle-là, je pourrais pas forcément t'en parler, mais ouais. Si, ben ça existe et je sais qu'il y en a qui sont très forts là-dessus, mais moi, non, j'ai pas. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que... Dites-moi. Ouais. Petite question, je ne sais pas si quand on parle de ça, si ça t'est déjà arrivé, est-ce que tu penses qu'on a la possibilité de voir quelqu'un en hologramme, mais qui n'est pas décédé? Ah, alors ça, je l'ai vécu que en rêve, en fait, ça. Mais pas pour de vrai. Oui. Alors, à mon avis, ça pourrait être possible parce que ça répond aussi à ce qu'on a dit tout à l'heure, qu'on peut très bien rentrer en communication avec les âmes vivantes comme les âmes décédées. Donc, je pense que oui, mais je ne l'ai jamais vécu. Ouais. Ah ben, ça doit faire flipper parce que du coup, tu appelles vite pour prendre des nouvelles. Eh ben oui. Ah oui. Ah oui, quand même. Ah oui, bah ouais. J'ai vécu une expérience, je vous la raconte vite fait, d'une personne qui a eu un malaise cardiaque intense et qui a été transportée à Nantes et qui devait subir une intervention très rapidement pour ne pas y passer, en fait. C'est un monsieur que je ne connaissais pas, je ne l'avais jamais vu, mais par contre, je connaissais très bien sa belle-sœur. Donc, ce qu'on a fait, c'est que sa belle-sœur étant guérisseuse, on a dit on va mettre toute notre énergie sur ce monsieur parce qu'il est hors de question qu'il décède, quoi, en fait. Et il a subi, je crois que ça s'appelle une thrombolyse ou quelque chose comme ça pour détruire un caillot. Et ce monsieur, non seulement il a vécu l'intervention, mais moi, en rêve, la nuit, je me suis baladée à l'intérieur de son système veineux. Donc, je ne sais pas en fait comment ça s'est passé, mais par contre, le matin, j'ai dit, je pense que le job est fait parce que moi, j'ai explosé un caillot cette nuit, en fait. Et le lendemain matin, le monsieur, quand il est sorti de son anesthésie, il a dit... alors, j'avais vu aussi, pendant mon rêve, j'avais vu les personnes qui étaient autour de lui en train de faire l'intervention. J'avais vu qu'il y avait 2 infirmières et qu'il y avait 3 médecins. J'avais vu qu'ils étaient 5. J'avais pu les décrire. Et ce monsieur, quand il s'est réveillé, il a dit, c'est bizarre parce que j'ai vu ma belle-sœur cette nuit qui travaillait au-dessus de moi, puis une autre dame, et là, il m'a décrit physiquement. Donc, en fait, on a vécu quelque chose à 150 km d'intervalle pour l'aider dans sa santé, mais simplement en utilisant l'énergie. C'est très fort à vivre. Ça m'avait bien marqué. Ouais. Moi, j'ai une autre petite question. J'ai vécu, c'est des corporations, oui. Mais très peu de temps, en fait. Ouais. Très peu de hauteur, mais pas comme les gens se retournent, pas malade, j'étais chez moi. Donc, je ne sais pas si c'était ça. Moi, j'ai eu très peur. Là. Ça fait peur. Où j'ai eu ouais. très peur. Je me suis dit, t'as rien bu,
J'ai dit, on sait jamais. Et je me suis assise et j'ai attendu, mais je me suis endormie assise en fin de compte. Mais j'ai senti vraiment que j'avais un corps qui tombait dans le matelas et l'autre qui se levait, mais pas beaucoup. Mais je comprends. Je l'ai vécu 3 fois. Je l'ai vécu une première fois en ayant très peur, en fait, parce que tu te vois en train de dormir. Voilà, j'ai dit non. Je me rappelle, j'ai seulement dit non. La seconde fois, je me suis dit, mais comme je suis revenue dans mon corps, je me suis baladée dans la maison. Ah non, pas moi. Moi, j'ai dit... Ah bah si, j'ai dit là, on expérimente, puisque je savais que je pouvais revenir après. Donc j'ai traversé les murs, j'ai traversé les portes, je suis allée dans la cuisine, je suis allée dans la chambre de Sacha, qui était encore vivant à l'époque. J'ai dit, il y a un bordel dans cette chambre. Je m'en souviens, parce que j'avais pas le droit d'y rentrer. Mais du coup, à l'étape énergétique, tu fais ce que tu veux. Donc je suis rentrée dans la chambre, et je suis revenue dans mon lit pour, boum, redormir, en fait. Et ça fait très mal de ratterrir dans son corps, on a l'impression que c'est trop petit. Et la 3e fois, j'ai dit, bon, bah du coup, cette fois-ci, on passe par le toit. Donc je suis sortie et je suis allée dans le ciel et c'est tout noir. Et là, je me suis dit, mais je vais jamais retrouver mon corps. J'ai eu très très peur. Et je me suis concentrée, j'ai pensé à ma chambre et boum, j'ai tout retraversé dans l'autre sens. Et j'en parle dans le livre. La 2e fois, j'ai senti un truc léger. J'ai dit, Ouais. ah non, pas une 2e fois. Ah bah ouais, mais on choisit pas. Voilà. Mais moi, Ouais. j'ai pas voulu une 2e Ouais. Mais si, j'ai choisi, parce qu'en fin de compte, quand j'ai dit ah non, non, non... Ah, tu peux le vivre sans le choisir, hein, je te rassure. Mais là, la première fois, je suis partie, mais c'était assez bref, mais assez long pour que je me dise, mais qu'est-ce que je fous là en fait? Ça, il y en a beaucoup qui le vivent et c'est assez perturbant et en même temps... Souvent, ils le décrivent par rapport à la mort, c'est pour ça que... Ah non, on peut le vivre en état... Ah non, non, je t'assure, je l'ai vécu 3 fois, je vais bien, je pense. Bon, ben merci à tous en tout cas pour votre attention. Je vois qu'il y a un truc sympathique qui se prépare derrière. Voilà. Oh. Ouais, moi c'est bon. Tiens, tu veux parler dans le micro? Je reste à côté de toi. Ouais. Donc du coup, je voulais vraiment remercier beaucoup Manou d'être venue nous voir aujourd'hui parce que comme elle a un livre, elle a quand même des rendez-vous qui se mettent en place, etc. pour le présenter. Et elle m'a quand même dit, je tiens absolument à venir à la Cressonnière le dimanche. Donc merci beaucoup. Et j'ai vraiment trouvé ton intervention très pertinente. Bon, bah écoute, merci à vous. Et émouvante aussi. Voilà.